J'ai toujours fait les chemins que le monde autour de moi s'attendait de moi. J'étais bon dans les études, j'ai fait des études. Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça que je veux de ma vie ou pas? Est-ce que c'est possible alors de devenir riche en partant de zéro? La recette de la réussite ne demande pas d'avoir de l'argent. Par contre, Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une personne très intéressante, mais aussi très mystérieuse, qui a plus de 150 000 abonnés sur YouTube et qui partage énormément d'excellents conseils sur le développement personnel, mais aussi sur le business en général. Tu verras à la fin de cette vidéo comment devenir riche en partant de zéro. Tu as peut-être toi-même beaucoup de rêves et d'ambitions et tu démarres de zéro. Tu te demandes si cela est possible justement en partant de zéro. Je te rassure, c'est possible. Même en partant de zéro, tu peux très bien réussir à avoir les outils, le bon mindset justement pour pouvoir te lancer et arriver à atteindre tes objectifs personnels. D'ailleurs, personne ne part jamais vraiment de zéro. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Aujourd'hui, sur Paris, j'ai l'honneur de vous présenter Matteo Venturi. salut Laura. Salut Matteo, Poignet. Voilà, Covid oblige. Exact, très bien. Alors Matteo, je connaissais déjà ta chaîne YouTube. Donc j'ai vu qu'on ne te voyait pas forcément sur la chaîne. Donc pour te connaître un peu plus toi, Matteo, plutôt que la chaîne Mind Parachute, j'ai fait des petites recherches. J'ai engagé un détective privé Waouh, qui carrément. qui n'a rien trouvé. Non, c'est vrai? Non, non, c'est une blague. Je me cache. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches et je ne trouve rien sur Matteo Venturi. Je trouve des choses sur Mind Parachute, la chaîne YouTube, mais pas sur Matteo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je pense que notre communauté, si tu te lançais, est intéressée de savoir qui tu es. Bien sûr, avec grand plaisir, Laura. Matteo, effectivement, je suis italien, j'habite en France depuis presque 20 ans maintenant. Et en fait, j'ai une double vie, et c'est peut-être ça qui fait que pour l'instant, les deux mondes sont un peu étanches. J'ai un monde de salarié, je travaille en tant que manager dans une grande entreprise internationale. J'adore le management. Je cherchais des défis particuliers. Je sentais que ce que je faisais dans mon travail de tous les jours ne suffisait pas pour remplir toute ma soif d'aventure, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Et c'est là où j'ai eu l'idée de lancer une chaîne YouTube sur les développements personnels. En fait, j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, je me suis lancé sur ça, sur une chaîne YouTube, pour développer pour partager mes lectures autour des développements personnels. Du coup, c'est venu comment? À quel moment tu t'es dit, je veux aider les gens justement à se développer personnellement, à pouvoir essayer d'être la meilleure version d'eux-mêmes dans chaque domaine de leur vie? À quel moment ça t'est venu dans ta vie de dire ça, en fait, il faut que je lance cette chaîne? Oui. Je dirais que tout a commencé par un certain inconfort personnel, parce que il y a mon épouse qui à un moment donné de sa carrière professionnelle, a décidé d'arrêter ce qu'elle faisait. Elle était aussi dans une carrière, je dirais, un peu typique, dans une grande boîte, avec une belle carrière professionnelle devant elle, etc. Mais elle n'était pas heureuse dans ce qu'elle faisait. Et donc, elle a décidé de mettre en pause cette vie-là et s'est donné un peu de temps pour se chercher, pour expérimenter. Donc, elle avait pris une année sabbatique et à ce moment-là, elle a découvert que sa passion était l'art et que du coup, elle voulait devenir artiste. Et donc, elle a laissé sa carrière en entreprise pour se dédier à l'art. Et moi, à côté d'elle, je me disais, mais en fait, moi aussi, j'ai toujours fait les chemins que le monde autour de moi s'attendait de moi, c'est ma famille, je dirais la société en sens large. Du coup, voilà, j'étais bon dans les études, j'ai fait des études, j'étais bon en maths, donc j'ai fait de l'ingénierie. Donc, je suivais un peu les chemins qui étaient un peu les chemins typiques autour de moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça que je veux de ma vie ou pas? C'est le moment-là que j'ai découvert le développement personnel. J'ai toujours eu un peu une veine un peu pédagogique. Donc je me suis dit, j'ai découvert une manière de voir les choses, de voir le monde
qui m'apportait beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et du coup, j'ai commencé à chercher une manière de le partager avec d'autres. Et là, j'ai un peu pataugé au départ parce que je voulais faire un blog. Mais je me suis vite rendu compte que l'écrit, ce n'était pas quelque chose qui m'animait particulièrement. Je trouvais d'ailleurs ce que j'écrivais moi-même ennuyeux. Donc je me suis dit, si déjà moi qui l'écris, je trouve ennuyeux, c'est difficile que d'autres personnes vont s'intéresser. J'étais un peu dans ça et à un moment donné, j'ai vu une chaîne anglaise qui s'appelle Fight Mediocrity, qui était la première chaîne qui suivait un peu ces principes-là de partager des résumés des livres par des dessins. Et quand j'ai vu les médiums, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux. C'est ça que je cherche. Et c'est comme ça que je peux faire passer des sujets qui ne sont pas toujours faciles d'accès, de manière ludique, facile, très rapide. Et donc, c'est là où je me suis dit, voilà, le médium, c'est ça, il faut que je le fasse. D'accord, ouais, c'est super intéressant. Du coup, toi, qu'est-ce que ça t'apporte du coup de créer du contenu sur YouTube, de partager un maximum pour les gens, en plus gratuitement, hein, parce que ce contenu est gratuit pour tous, tout le monde peut se former, s'informer gratuitement. Toi, qu'est-ce que tu en recherches, un certain épanouissement, que tu puisses justement aider pas mal de personnes au final? Je pense que de manière plus ou moins inconsciente, il y a plusieurs choses que j'ai cherchées à travers ça. Je m'intéressais déjà depuis un certain temps à l'entrepreneuriat, j'avais essayé plusieurs projets avec des amis, etc., mais qui n'avaient vraiment jamais abouti. Donc voilà, comme l'envie était là, de temps en temps, j'essayais des nouveaux projets. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est peut-être un moyen de créer une audience de personnes qui me suivent et de me faire connaître, sans trop savoir ce que j'allais en faire par la suite. Il y avait aussi effectivement le plaisir de partager. Je me suis dit de toute manière, moi, ce type de livre-là, j'ai envie d'en lire, donc de toute manière, je vais le faire. Est-ce que je ne peux pas justement en profiter pour faire partager d'autres personnes? J'aime beaucoup la pédagogie, j'aime beaucoup le fait de partager ce que j'apprends. Je me suis dit, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas le temps, pas l'habitude de lire, et pour qui le fait de trouver un résumé comme ça peut apporter de la valeur. Donc je peux commencer déjà à apporter de la valeur aux gens comme ça. Donc je le fais et après on verra bien. Donc pour reformuler, du coup, toi, ça t'apporte un certain épanouissement personnel parce que justement, t'aimes bien lire tous les livres sur le développement personnel. Du coup, tu peux en plus retransmettre aux gens le fait de pouvoir apporter ta patte à l'édifice, le fait que les gens puissent se former directement à travers ta chaîne, et en plus de ça, de te faire connaître en parallèle, de monter, c'est comme un réseau social YouTube, de monter ton propre réseau social et en plus apporter de la bonne valeur qualitative. C'est quelque chose du coup qui t'épanouit, si je comprends bien, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est... Alors j'ai fait la chaîne, j'anime la chaîne depuis 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, j'ai même perdu le compte. Et effectivement, je trouve que s'il n'y a pas un côté, je ne dirais pas passion, parce que pour moi c'est le cas, mais je dirais au moins un vif intérêt pour un sujet, je pense que c'est très difficile d'apporter de la valeur aux gens dans la durée. On peut avoir un coup de foudre ou un coup de boost et se dire, voilà, je vais faire quelque chose parce que j'y vois un intérêt, parce que je pense que je peux faire de l'argent avec ça, parce qu'il y a plein de raisons. Mais s'il n'y a pas d'intérêt personnel à la chose que l'on fait, je trouve que c'est très compliqué de garder l'envie sur la durée. Ça peut fonctionner pour certains. Moi, c'est pas... ça ne correspond pas trop à ma personnalité, donc j'avais besoin de m'engager dans quelque chose qui me plaît. Et donc, voilà, cette passion-là me porte. Et aussi, je pense que par rapport à mes valeurs, le fait de partager avec d'autres, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, ça m'arrive parfois de lire des commentaires des gens qui me suivent, qui me disent que, voilà, que je les ai aidés à voir les choses autrement, à sortir de certains problèmes qu'ils avaient, parfois changer leur vie, des choses comme ça. Pour moi, ça vaut beaucoup plus que l'argent. Et donc, je le fais avec énorme plaisir, ne serait-ce que pour ça. Je rebondis du coup sur ce que tu as dit, le fait que voilà, toi, tu as choisi quelque chose qui te plaît, qui te passionne, et pour justement continuer sur plusieurs années et pas t'arrêter au bout d'un mois ou 2 mois. C'est justement ce qu'Aurélien et moi, on conseille aux gens dans l'e-commerce, mais dans tout autre business aussi.
faut vraiment choisir un domaine qui vous passionne, qui vous plaît, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une course de vitesse, c'est vraiment un marathon. Et si vous voulez justement profiter, je parle du coup aussi aux personnes qui nous regardent, profiter justement de ne pas avoir l'impression de travailler chaque jour de votre vie, faites quelque chose qui vous plaît vraiment à fond. Avec Aurélien, du coup, ça fait plus de 6 ans qu'on entreprend. Et sincèrement, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler. Pour moi, je fais ce que j'aime. Donc, je te rejoins sur le côté où tu as dit du coup que cette chaîne, dans le développement personnel, lire des livres, aider les autres, c'est quelque chose qui te plaît et c'est quelque chose que tu aimes. Tu le voyais que comme ça. Ben, je te rejoins à 100% là-dessus. Moi, je trouve que justement, il faut partager ce genre d'informations avec les gens qui se mettent dans quelque chose. De toute manière, il y a énormément de choses qui fonctionnent. Autant choisir ce qu'on aime. Oui, je partage complètement. Ce qui ne veut pas dire qu'on va faire ça toute notre vie non plus, parce qu'après, je pense que dans le parcours que l'on suit, à un moment donné, on se rend compte qu'un projet qui nous intéressait, où on a un peu fait le tour, où on a besoin de passer à un autre stade, où on a envie d'ouvrir un autre projet, ça ne se fait pas sur des mois, ça prend du temps. Donc, autant profiter du chemin pendant qu'on le fait. Exactement. Et du coup, j'ai une petite question personnelle. Bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie Mind Parachute? Alors, le nom de la chaîne, je l'ai pris parce que j'adore une citation de Frank Zappa. C'est un chanteur un peu foufou qui est mort désormais. C'était un chanteur très connu dans les années 70. Dont une phrase m'a beaucoup frappé qui disait en anglais: "The mind is like a parachute. It works when open." Donc, l'esprit est comme un parachute. En fait, pour moi, c'était un peu ça que je découvrais dans mes lectures, des choses que je ne connaissais pas du tout. En fait, à chaque fois, ça m'ouvrait l'esprit, le fait de connaître de l'expérience d'autres personnes ou d'autres histoires de vie très différentes de la mienne. Et je trouvais ça très enrichissante. Et effectivement, je suis très d'accord avec cette expression. Notre esprit est quelque chose d'incroyable. Et si on le nourrit et si on le garde ouverte, ça peut vraiment nous apporter beaucoup. Donc, c'est une invitation aux gens. D'accord. Bah, du coup, j'invite du coup la communauté Shift Lancé. Voilà, si vous aimez du coup ce que vous voyez, cette interview avec Mathéo, n'hésitez pas, on mettra un lien en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à aller voir. Il y a vraiment du contenu qualitatif, du contenu vraiment en or. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc voilà, je vous laisse du coup le lien en dessous. Donc j'ai fait quelques petites recherches sur ta chaîne, Mathéo. Du coup, est-ce que tu sais quelle est ta vidéo qui a été le plus regardée? Oui, je la connais et il y a une belle histoire derrière. La vidéo, je ne sais plus comment s'appelle exactement la vidéo, mais le bouquin s'appelle La chèvre de ma mère. D'accord. Alors, du coup, je te raconte l'histoire de comment c'est arrivé. En fait, il y avait une personne qui me suivait déjà sur ma chaîne, une personne qui vit en Afrique, et qui m'a parlé d'un coach avec qui il était en train de suivre des cours autour du développement personnel et l'entrepreneuriat, Ricardo Kanyama, qui avait écrit ce livre, qui est un peu son histoire personnelle, comment il a acquis finalement les bases dans la gestion de l'argent, dans l'état d'esprit de l'entrepreneur, et qui raconte justement cette histoire qui est son histoire personnelle, où très petit, il a perdu son père, et donc par tradition familiale, tous les biens de la famille sont passés à ses cousins, aux autres membres mâles de la famille, et du coup sa mère et la deuxième femme de son père sont restés sans rien, sauf une chèvre chacune, que la famille, très généreusement, leur avait laissé. Et donc, en fait, cette famille s'est retrouvée de manière complètement, du jour au lendemain, sans rien. D'accord. Et là, il dit, finalement, j'ai beaucoup appris de ma mère parce que malgré le fait que nous, on avait très faim, et donc on insistait beaucoup avec elle de tuer la chèvre pour pouvoir la manger. Et ma mère a toujours refusé. À un certain temps, au bout d'un moment, elle a eu un petit. Et donc, le fait de devoir renoncer finalement à la demande de leurs enfants, donc le fait de dire j'accepte de faire des efforts dans l'immédiat pour avoir davantage après, c'est une leçon lui, il a appris et qu'il a vu en fait les effets sur l'autre famille où l'autre femme a décidé par contre de tuer la chèvre pour satisfaire la faim de ses enfants. Donc, j'imagine en plus la détresse dans laquelle on peut se retrouver dans ces situations-là, et qui finalement, par contre, il n'a pas du coup pu voir les fruits d'investir et d'attendre, ça pouvait apporter. Et donc, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué,
qui a beaucoup marqué Ricardo et qui, du coup, l'a amené à fur et à mesure à voir le monde de l'investissement, de l'argent, etc., d'une autre manière. Ok, bah, cette histoire, elle est vachement intéressante parce que justement, ça parle de gestion financière. Ça parle aussi le fait qu'il y a des personnes qui vont consommer ce qu'ils gagnent tout de suite, tandis qu'il y en a qui vont penser plutôt à demain, à l'avenir et le faire fructifier en pensant comment je vais justement le dépenser, comment je vais l'investir. Parce que du coup, là, ça devient un investissement sur le long terme. Donc là, c'est super important. Cette histoire-là, elle est sympa. Exactement, et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion depuis à échanger à plusieurs reprises avec Ricardo. Et pour moi, c'est une autre aspect très marrant de la chaîne YouTube, c'est que finalement, ça me permet de rencontrer des personnes, comme toi, Aurélien d'ailleurs, que je n'aurais pas croisé dans ma vie, je dirais, de salarié ou dans ma vie de tous les jours. Et le fait de commencer un projet comme ça t'ouvre finalement à des rencontres nouvelles. Et donc, il y a aussi cette aventure humaine qui, pour moi, est très enrichissante à côté de tout le reste. Donc, c'est encore en plus très sympa pour moi de cette aventure entrepreneuriale. D'accord. Bah, c'est intéressant cette histoire. Franchement, j'aime beaucoup du coup l'histoire que tu as racontée. C'est vrai que ça me fait penser à l'histoire où on dit à un enfant qu'on lui met un marshmallow devant et qu'on lui dit si tu ne manges pas pendant 1 heure, après tu en auras 2 autres. Et qu'il y a un certain nombre d'enfants qui se laissent tenter et qui le mangent tout de suite. Et la plupart des gens sont comme ça à vouloir consommer tout de suite. C'est un peu une métaphore. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien aussi, à la fois de ce petit exemple, mais dans l'histoire qu'il raconte, il y en a aussi d'autres, qui sont très concrets, très dans la vie de tous les jours. Et finalement, on a parfois l'impression que pour réussir dans le monde de la finance, pour réussir dans l'entrepreneuriat, etc., il faut des choses très compliquées, il faut des choses... voilà. Finalement, non, parfois, c'est beaucoup de bon sens. Exactement. Et beaucoup de choses, de petites choses. Et c'est le fait cumulé de ces petites choses-là qui font qu'il y a un beau résultat à la fin. Et là aussi, je partage du coup une autre phrase, une autre citation que j'adore de Jim Rohn, qui est un autre auteur pour moi parmi mes favoris, qui dit finalement, la réussite, c'est beaucoup de petites choses. Et on a l'impression que les petites choses sont simples à faire. Donc on s'est dit, voilà, du coup, pourquoi faire ça? Mais en fait, le fait qu'ils soient simples à faire sont aussi simples à ne pas faire. Et un peu inconsciemment, on a l'impression qu'on a besoin de faire des gestes héroïques de temps en temps, tous les 2 ans, voilà, un truc qui change notre vie du jour au lendemain. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais en fait, personnellement, par expérience personnelle et aussi avec toutes les lectures que j'ai faites, finalement, les plus grands résultats, on les obtient par une série de petites actions, de petits choix quotidiens que l'on fait. Et c'est l'effet dans le temps de ça qui va nous emmener. Exactement, l'effet cumulé de plusieurs petites actions. À la fin, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça, au fil des années, ça fait beaucoup, même au fil des mois. J'ai envie de dire que sur Internet, maintenant, les choses ils vont beaucoup plus vite. Donc, on a la chance d'avoir des outils comme ça. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et du coup, pour en revenir à ta vidéo la plus vue, donc le titre, c'est Devenir riche en partant de zéro. Donc ça, c'est vraiment en plus un sujet qui va intéresser notre chaîne puisque c'est « Et si tu te lançais ?» Et du coup, est-ce que c'est possible alors, selon toi, Mathéo, de devenir riche en partant de zéro? Alors, évidemment, déjà, le cas personnel de Ricardo, c'est bien ça. Donc, c'est quelqu'un en Afrique qui est né dans un milieu où on ne peut pas imaginer plus défavorisé, avec une histoire familiale pas évidente. Et malgré ça, il a bien réussi sa vie. Il était millionnaire avant les 30 ans. Il a maintenant plusieurs entreprises. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de succès. Donc, voilà. Pour moi, c'est une preuve vivante comme plein d'autres dans ça. Et je dirais de toute manière, toute réussite financière vient d'un projet que l'on lance et vient de la valeur qu'on apporte aux autres. Pour moi, c'est finalement vraiment le cas typique où, à un moment donné, on est dans une situation, on a une idée, on a envie d'apporter quelque chose aux autres, on crée un projet. En fait, de toute manière, la valeur vient de là, vient de la création que l'on fait. Et l'argent n'est qu'une conséquence de la valeur que l'on crée. Et donc, évidemment, la création de quelque chose, d'une idée, elle arrive de rien, d'une inspiration, d'une envie.
d'une passion que l'on a. Et après, l'argent, c'est la conséquence naturelle du fait qu'on apporte de la valeur aux autres. Je fonctionne beaucoup à citation, tu m'excuseras, mais voilà, avec mes lectures, avec tout ça, c'est parfait, c'est parfait. C'est normal. Et du coup, j'en ai une autre de Cédric Anissette. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si, je connais Aurélien aussi. Ouais. Et donc voilà, moi j'ai fait une formation, d'ailleurs c'était lui qui m'a un peu ouvert à l'indépendance financière. Donc j'ai suivi il y a quelques années une formation qu'il fait. Et donc il a une phrase qu'il utilise beaucoup qui est de dire « l'argent vient des autres ». Et pour moi c'est bien ça, la clé c'est qu'on imagine que je n'avais pas forcément cette vision-là avant. Et par contre c'est vrai que si moi je veux avoir de l'argent, je dois convaincre les autres à me le donner. Donc, exactement. Par exemple, en délivrant un service ou un produit. Exactement. Donc, on a des moyens plus ou moins d'extorsion de le faire, mais ça ne marche pas très longtemps habituellement. C'est pas très, personnellement, ça ne me correspond pas trop. Mais l'autre manière, c'est effectivement de les convaincre parce qu'ils trouvent que ce qu'on leur propose vaut bien l'argent qu'ils vont nous donner. Exactement. La valeur, elle vaut la valeur. Voilà. Et après, effectivement, comme il y a mille et une histoires de réussite différentes, il y en a qui réussissent parce qu'ils ont je dirais un capital au départ qui peut faire fructifier, bah, très bien pour eux. Mais il y a plein d'autres pour qui ce n'est pas le cas et qui y arrivent tout autant. Donc finalement, je dirais la recette de la réussite ne demande pas d'avoir de l'argent. Par contre, il faut avoir une idée. Exactement, ouais. Et il faut la mettre en pratique. Ça, par contre, c'est nécessaire. Implémenter, c'est évident. Ouais. Il faut passer à l'action, il ne faut pas hésiter. Et puis, sur le côté, du coup, où en démarrant de zéro, c'est possible, j'ai beaucoup de coachés qui me disent, bah, moi, dans mon entourage, je ne sais pas si c'est possible, je doute parce qu'il n'y a personne dans ma famille, dans mes amis, qui se sont lancés, qui ont réussi, ils sont tous salariés, ou bien, voilà, ils ne viennent pas forcément d'une famille aisée. Du coup, j'ai envie de leur dire, bah, regardez, faites comme Mathéo, lisez des livres, rencontrez des gens, il y a d'autres gens qui réussissent et qui partent vraiment de zéro. Pas forcément obligé d'avoir un héritage ou quoi que ce soit. On peut vraiment démarrer de zéro et puis voilà, s'entourer, lire justement les biographies des gens qui ont réussi auparavant en partant de rien. Au moins, on a vraiment des exemples. Quitte à ce que ce soit des gens qui ne sont pas proches de vous, il y a des exemples concrets et c'est véridique. Ouais, et là, un conseil que je donnerais par rapport à ça, une des manières les plus rapides d'apprendre, c'est de faire ce que d'autres ont fait. C'est-à-dire, par exemple, je suis intéressé à faire quelque chose, je suis intéressé par exemple par le dropshipping ou ou par l'e-commerce. Donc, je suis intéressé par l'e-commerce, Laura et Aurélien ont réussi dans ça. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? De voir votre histoire et voir comment vous avez évolué, ça fait un exemple. Donc, le fait de dire, je peux m'intéresser à des gens qui ont déjà fait ce que moi j'aurais envie de faire. Et après, dans le nombre de personnes, parce qu'il y a plein de personnes qui ont réussi dans l'e-commerce, il se peut que Laura Aurélien correspond parfaitement à ce que la personne recherche ou ce qu'elle imagine, etc. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais il y aura d'autres personnes qui l'ont fait et qui vont parler davantage à son histoire personnelle, à ses valeurs, etc. Donc, le fait de chercher des modèles qui nous parlent, pour moi, c'est très important. Exactement. Comme du coup nous disait notre ami Roger Lannoy, c'est que en fait, voilà, quand quelqu'un veut se former dans un domaine, par exemple, qui veut gravir une montagne, vaut mieux s'accompagner d'un mentor qui a déjà gravi la montagne au moins plusieurs fois et pas qu'une seule fois. Il vaut mieux s'entourer de quelqu'un qui a déjà fait le chemin aller-retour plusieurs fois que 0 fois ou une fois. Au moins, on est sûr que cette personne-là va réussir à avoir un vrai résultat derrière. Je partage. Et si je prends mon cas, par exemple, j'ai commencé ma chaîne il y a 5 ans. Et par choix personnel, j'ai souvent voulu faire les choses par moi-même. C'était un choix parce que je voulais apprendre, parce que je n'avais pas forcément dans mes choix de vie l'envie d'accélérer beaucoup les choses avec la chaîne, etc. Par contre, je vois clairement que j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai dû apprendre de moi-même des choses que si j'avais demandé de l'aide à côté, j'aurais appris à une vitesse beaucoup plus forte, quoi. Donc, je dirais, ça dépend au niveau des projets de chacun, mais si quelqu'un a envie d'avoir des résultats très vite, se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà gravé la montagne plusieurs fois, bah, ça fait gagner un temps incroyable.
C'est ça, comme Tony Robbins le dit, du coup, everybody need a coach, tout le monde a besoin d'un coach, but choose well, mais choisis le bien. Donc choisis vraiment quelqu'un qui a déjà fait l'aller-retour de la montagne plein de fois pour justement être accompagné par la bonne personne en fait. Ouais. Et du coup, l'exemple de ça du coach, je me dis souvent, si on regarde les champions du monde de n'importe quelle discipline sportive, mais n'importe laquelle, quoi, le tennis, le football, je ne sais pas ce que chacun aime, en fait, même les champions du monde ont un coach. Exactement. Je me dis, si même les meilleurs du monde trouvent une valeur, avoir quelqu'un qui les aide dans les entraînements, dans les préparations à leurs compétitions, etc., voilà. Pourquoi moi, que je ne me vois pas, je n'aurais pas besoin. Donc, oui, tout à fait. Alors Mathéo, quel conseil tu donnerais du coup à une personne qui n'aime pas sa vie, son quotidien ou bien son travail, qui souhaite avoir la liberté financière, qui souhaite se lancer, mais qui a peur justement d'échouer, peur de sortir de sa zone de confort? Quel conseil tu donnerais du coup à une personne qui n'aime pas du tout sa vie? Là, il y a plusieurs idées qui me viennent à l'esprit. Très souvent, quand on n'aime pas ce qu'on fait, quand on n'aime pas son quotidien, on rentre un peu dans une vision blanc ou noir. Donc on se dit, ma vie va pas du tout. Si j'arrivais à faire, je sais pas, me lancer dans... Voilà, tout ira mieux. Et du coup, j'ai besoin de le faire du jour au lendemain. C'est possible. Je ne dis pas que pour certaines personnes, ce ne soit pas le cas. Et d'ailleurs, parfois, l'inconfort, c'est une très bonne posture, une très bonne moteur pour bouger. Donc, il y a pour certains que c'est le cas. Pour d'autres, pour qui, je dirais, ils ont envie de quelque chose de différent, qu'ils n'aiment pas leur vie, etc., qui par contre, pour plein de raisons, c'est peut-être ils ont une famille, et donc voilà, ils ont certaines contraintes aussi financières, ils ont besoin de gagner de l'argent, etc. Et donc, laisser de bout en blanc ce qu'ils font pour commencer autre chose, ce n'est pas évident. Du coup, peut-être une approche plus graduelle, c'est plus pertinente, c'est-à-dire qu'ils se lancent en parallèle de ce qu'ils font. Et très souvent, petit à petit, ils découvrent, après chacun voilà, son chemin de vie, que finalement, leur vie d'aujourd'hui leur apporte quand même des choses qu'ils aiment et qu'il suffit d'avoir un complément à côté, d'autres projets, d'autres choses, pour se sentir bien. Donc, ils n'ont pas même besoin de faire la bascule complète. Par contre, c'est vrai qu'il faut essayer, il faut sortir de la zone de confort. Que l'on choisit les grands sauts ou que l'on choisit les petits chemins, on a besoin de faire des choses nouvelles. En fait, il y a une autre phrase, alors celle-là, je ne sais plus qui l'a dit. Il dit, si on veut avoir des résultats qu'on n'a jamais atteints, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Exactement. Einstein, voilà. Et ça, on n'y échappe pas. Ça, je veux dire, il n'y a pas moyen de faire ça. Et quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça veut dire évidemment qu'il y a des choses qui ne vont pas sortir du premier coup, qu'on va se tromper, qu'on va échouer, etc. Et là, ce que j'ai envie de partager avec les gens, c'est que finalement, on imagine des conséquences énormes à nos échecs, mais en fait, ça ne se passe jamais comme ça. Et du coup, on a peur de plusieurs choses. On a la peur du regard que les autres peuvent avoir vis-à-vis de nous. Et donc, on peut se dire, qu'est-ce qu'ils vont penser si on échoue, ma famille, mes proches, ou peu importe. Et là, je dirais, d'un côté, très souvent, les personnes autour de nous sont beaucoup plus bienveillantes vers nous que nous le sommes nous-mêmes avec nous-mêmes. Donc, on a souvent nos pires critiques. Et même quand ce n'est pas le cas, en fait, les gens ne sont pas aussi inquiets ou aussi préoccupés de ce qu'on fait que nous le sommes. Donc, parfois, nous faisons tout un château et finalement, pour les autres, ce n'est vraiment pas important. Et donc, ils ne vont même pas voir l'échec à la même échelle que nous, on l'a vécu. Et puis, j'ai envie de dire, même parfois, ça fait mal, mais dans l'expérience de vie de chacun, je pense toi aussi, Laura, dans ta vie, il y a eu des moments très difficiles, très durs, où tu as échoué. Et finalement, c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Exactement, c'est de ces erreurs. Donc, c'est très inconfortable, c'est vrai, mais en même temps, c'est là où on fait des progrès très vite. Donc parfois, oui, la route n'est pas toujours sympa, mais on apprend beaucoup aussi de ces erreurs.
Exactement. Je rajouterais du coup à ça, c'est que voilà, on est en France et dans la mentalité de beaucoup de pays, hormis par exemple les États-Unis, c'est qu'entreprendre aux États-Unis, c'est fortement encouragé. En France, les gens ont plus peur, la peur d'échouer, la peur du regard des autres, de ses proches, etc. Parce qu'échouer, c'est pas bien en France. Alors qu'en fait, aux États-Unis, si tu échoues, bah, les gens ils vont te féliciter parce qu'au moins tu l'as fait, tu t'es lancé. Et ils vont même te dire moi je l'aurais pas fait comme ça, je l'aurais fait comme ça. Bah, t'as qu'à réessayer, relance-toi et essaye comme ça marchera peut-être mieux. Alors qu'en France, les gens sont peut-être plus critiques. Bah, ça va dépendre qui, mais généralement, les gens sont plus critiques et les gens ont peur des avis de leurs proches. Chose qui ne devrait pas écouter justement l'avis des autres. C'est ta propre vie, prends-la à main, on s'en fiche de ce que pensent les autres. N'écoute pas, vas-y, si tu as des rêves, si tu as des ambitions, fonce. Si tu connais un échec, c'est pas grave. Tu te relèves, t'en connaîtras peut-être 2, 3, 4, 5 avant d'avoir la réussite. Il faut toujours se relever. Et ça, par exemple, aux États-Unis, les gens encouragent justement à rencontrer des échecs. Ça veut dire que les gens se lancent. Donc en fait, c'est gratifiant limite l'échec parce que justement la personne a essayé. Elle s'est lancée, donc faut pas hésiter du coup à foncer. Et là, justement, je pense que ce que tu fais avec Aurélien sur la chaîne, c'est justement le fait de faire passer certains messages ou de partager un certain état d'esprit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent comme toi et comme moi en disant l'échec, c'est une excellente manière de grandir. Donc pour les gens, si leur entourage proche, c'est un peu compliqué sur ce sujet, ils ont probablement la possibilité de chercher autour d'eux des personnes qui, au contraire, vont les encourager vers ça. Donc, grâce à Internet, c'est ça qui est génial. C'est beaucoup plus facile qu'il y a une génération de rencontrer des personnes qui peuvent justement nous aider à avancer vers un projet qui nous tient à cœur. Exactement. Et du coup, j'ai beaucoup de personnes du coup, qui me demandent vers qui se tourner pour demander des conseils, etc. J'ai envie de vous dire que si vous demandez à votre mère, à votre conjoint ou conjointe, à votre famille, des conseils dans l'entrepreneuriat et qui sont salariés, c'est peut-être pas les bonnes personnes qui vont vous donner les meilleures réponses. Si par exemple, je vais faire une petite comparaison, une petite métaphore, si vous cherchez par exemple à recoudre un vêtement, etc., vous n'allez pas aller chez le boucher, ni chez le coiffeur, vous allez aller chez une couturière pour justement raccommoder votre vêtement. Donc il faut se tourner justement vers les bonnes personnes ou la bonne personne pour répondre à vos questions. Ça sert à rien d'aller voir votre mari ou votre compagne pour demander des conseils dans l'entrepreneuriat si elle est salariée et qu'elle ne souhaite pas du tout se lancer et qu'elle n'a aucune expérience là-dedans. Ou bien si vous demandez à votre compagne qui a entrepris mais qui a échoué et qui s'est arrêtée là, si vous demandez des conseils et que cette personne-là n'a pas atteint les objectifs que vous-même vous fixez, c'est que ce n'est pas non plus la bonne personne. N'hésitez pas justement à aller voir les personnes qui ont réussi et qui ont obtenu le résultat que vous voulez avoir vous-même. Je partage. Alors souvent, mes coachés du coup me disent également, me trouvent des excuses pour ne pas se lancer. Des excuses qui sont parfois valables et parfois pas vraiment valables parce qu'il y a aussi, on peut trouver des solutions justement à ces problèmes-là. Il y en a qui manquent de temps, manquent d'argent, de connaissances. Que leur dirais-tu justement, Mathéo, pour justement qu'ils fassent le premier pas dans l'entrepreneuriat malgré leurs problèmes du quotidien qui sont souvent rythmés entre métro, boulot, dodo, la gestion des enfants pour ceux qui en ont et c'est souvent du coup ça crée un manque de temps. Du coup déjà pour ceux, la raison qui revient le plus en premier c'est le manque de temps. Qu'est-ce que tu dirais déjà aux personnes qui prennent pour excuse je manque de temps donc je me lance pas, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, je finis ma journée, il est 21h, je suis fatiguée, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force. Alors, je réponds d'abord avec l'état d'esprit, après peut-être avec quelques conseils pratiques. Pour moi, l'état d'esprit est le suivant, c'est que finalement, tout le monde a 24 heures de la journée à laquelle il faut enlever les heures de sommeil, les heures qu'on passe avec la famille, les heures qu'on passe sur un travail, par exemple salarié, si c'est le cas des personnes. Donc évidemment, je dirais, il y a une partie de notre journée qui est prise par certains rythmes. Mais on a malgré tout des poches incroyables, des temps non utilisés auxquels on peut accéder. Et ça, c'est vraiment une question de priorité. C'est ça. Finalement, pour moi, et je l'ai découvert par moi-même, c'est qu'à un moment donné de ma vie, alors j'ai une carrière en entreprise qui marche plutôt bien, donc je me suis toujours investi dans ma carrière professionnelle
plus que les 35 heures ou même plus que les 40 heures par semaine. Je ne compte pas vraiment les heures que je passe au bureau tous les jours. Et en même temps, j'ai commencé une activité à côté qui me prend presque un autre mi-temps pour faire ça. Par contre, c'est clair que j'ai fait le choix de dire une bonne partie de mes week-ends, je les passe sur ça. Que du coup, j'ai organisé ma journée aussi en semaine. Après, je vais venir à la partie pratique parce que pour moi, c'est important. Et pour moi, je me dis, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quels seront les regrets les plus gros? Est-ce que c'est de ne pas avoir regardé la télé? Est-ce que c'est de ne pas avoir fait une sortie en plus avec mes amis? Ou est-ce que ça va être de ne pas avoir essayé, d'avoir fait un projet qui pour moi était important? Et pour moi, quand je réfléchis comme ça, la réponse est évidente. C'est ça. Et du coup, il faut accepter les conséquences de ça. C'est-à-dire, si dans 15-20 ans, je ne veux pas avoir ces regrets-là, c'est maintenant qu'il faut que je bosse. Et donc, si c'est maintenant que je veux que je bosse, comment je fais? Et là, c'est un peu la partie pratique. 2 idées avant les autres. J'ai lu dans la gestion du temps quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et on dit, finalement, très souvent, les soirs, après 21 heures, on est plus productif. On est trop fatigué, on a passé beaucoup de choses, etc. Il y a des gens, ce n'est pas le cas, hein, mais je dirais, pour la majorité des gens, à 21 heures, c'est vrai que voilà, la journée étant passée, on n'est plus productif. Du coup, ce n'est pas la peine de traîner trop longtemps. Si on a un projet que l'on veut faire, on range les choses qu'on a à faire, on se couche plus tôt dès qu'on a l'habitude de faire, et on se réveille plus tôt. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans ma productivité personnelle. J'étais quelqu'un qui avait l'habitude d'aller se coucher à minuit, 1h du matin. Évidemment, avec mon projet, ça ne marchait plus de faire ça. Et j'ai appris, du coup, à me coucher plus tôt. Et je me réveille à 6 heures. Plutôt, ouais. À 6 heures, j'ai, en plus, en ce moment où on fait beaucoup de travail, etc., j'ai tous les jours 2 heures de travail avant d'attaquer ma journée de travail. Par contre, c'est clair que j'ai accepté de mettre les réveils plus tôt, de me lever et de bosser ces 2 heures-là. C'est quelque chose qui marche pour moi. Mais j'imagine que chacun, dans sa journée, arrive à trouver un moment. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de 2 heures. Au départ, 2 heures, ça peut être beaucoup parce qu'il faut prendre les rythmes, etc. Mais commencer par 30 minutes. Et après, il y a une autre suggestion. C'est une suggestion de Tony Robbins qui appelle les Net Extra Time, donc les temps en plus gratos. C'est-à-dire qu'il y a parfois des choses que l'on peut faire à côté des choses que l'on fait déjà. Par exemple, je dois me rendre au travail. J'ai 2 choix. Je peux y aller en vélo, je peux y aller en voiture, je peux y aller en transport. Moi, personnellement, les temps que j'y mets pour aller au travail, ça me permet d'avancer sur mes projets. Du coup, j'accepte de prendre 10 minutes de plus, mais d'y aller en transport, et parfois en bus parce que je travaille mieux qu'en métro, parce que dans les trajets, j'arrive à bosser. Donc, j'ai dit finalement, au lieu de passer 30 minutes, 40 minutes pour aller au bureau, j'en passe 50. Mais c'est 50 minutes dans lesquelles je bosse. Et donc, après, c'est chacun de s'organiser par rapport à ses contraintes. Mais on peut trouver des plages de temps comme ça, où finalement, c'est entre guillemets du temps perdu, que l'on peut récupérer. Donc, je crois beaucoup aussi au fait de se réveiller plus tôt. Ça, je crois à mort. Et aussi d'agencer le reste de la journée pour trouver. Donc, moi, par exemple, comme ça, j'ai trouvé pratiquement 3-4 heures dans la journée qu'avant, je ne pensais pas avoir. Exactement. Donc moi, je te rejoins là-dessus parce que justement, moi, j'étais arrivée à un moment de ma vie aussi où j'ai eu ce problème-là, où je manquais de temps, où au soir, j'étais fatiguée, etc. Donc, je me suis couchée plus tôt. J'ai lu le livre Miracle Morning de Hal Elrod. Je me suis levée 2 heures plus tôt tous les jours pour prendre soin de moi, faire du sport, manger sainement, lire des livres, faire de la méditation, lire des affirmations positives au matin. Et ensuite, je faisais 1 heure de réveil plus tôt où c'était que pour moi et 1 heure où c'était pour mon travail, où je pouvais démarrer ma journée de travail, mais avant que tout le monde soit réveillé, avant que tout le monde soit levé. Donc en fait, on a déjà traité tous les mails que j'ai sur ma boîte mail entre 7h et 8h, là où les gens sont encore au petit déjeuner et sur la route. Exactement. Donc je partage du coup ton avis là-dessus, mais voilà, ceux qui n'ont pas le temps, du coup, Mathéo propose, du coup, voilà, vous avez les transports en commun, vous pouvez travailler pendant les transports, vous couchez plus tôt, vous levez beaucoup plus tôt. Voilà, il existe des exemples comme ça où, par exemple, le soir, si vous voulez regarder un Netflix
Bah, au lieu de regarder Netflix, mettez-vous sur votre business si vous avez encore de l'énergie. Si vous n'en avez plus, allez vous coucher, levez-vous plus tôt. Il y aura certainement des sacrifices à faire parce que quand on arrive au soir à 21h, on se dit ouais, tout le monde regarde un film, je vais pouvoir me détendre. J'ai envie de dire, est-ce que vous préférez? La question, il faut toujours se poser des questions. La question, c'est est-ce que vous préférez faire un an, voire 2 ans de sacrifice et ensuite avoir exactement la vie dont vous rêvez pour le reste de votre vie? Ou est-ce que vous préférez regarder votre film et travailler sur un travail que vous n'aimez pas pendant 60 ans jusqu'à la retraite sans jamais vivre la vie que vous souhaitez? Voilà, c'est la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire 1 ou 2 ans de sacrifice pour ensuite obtenir justement le résultat escompté? Et après, je ne sais pas quelle était ton expérience, mais personnellement, je ne me vois plus revenir à la vie d'avant. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, ça ne me pèse plus de me réveiller tôt, de faire tout ça. Et voilà, je ne reviendrai plus en soirée Netflix. Ça peut m'arriver un soir que j'ai envie de le faire. Ça, voilà, ça, mais le fait que ce soit l'habitude de tous les jours faire ça, non, parce que mon projet m'apporte tellement que j'ai envie de faire. C'est ça. Faut justement, le but de trouver un projet qui vous plaît, bah, justement, ça va être plus facile de faire le choix entre un Netflix ou le travail. Après, rien ne vous empêche de vous faire plaisir 1 ou 2 fois par semaine et de ne pas travailler pendant 2 soirs par semaine et de vous faire plaisir de regarder ce que vous voulez, ou passer entre amis ou en famille. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à faire des sacrifices pour justement atteindre le résultat voulu. La deuxième raison du coup que mes coachés me donnent le plus souvent, c'est le manque d'argent. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui se disent « je peux pas me lancer, je manque d'argent, arriver à la fin de mois, c'est la galère » ou bien « j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, je dois assumer ». Enfin, qu'est-ce que tu leur dirais? « Je voudrais me lancer, mais je peux pas, j'ai pas les moyens ». Alors là, du coup, je prends mon cas personnel. Dans l'activité que je fais sur Internet aujourd'hui, le fait de me lancer, ça m'a coûté, je pense, 150 € au départ, quoi, je sais pas. C'est encore moins que nous. Nous, on s'est lancé dans l'e-commerce il y a 6 ans, c'était avec 800 €. Ben voilà. C'est encore moins. Donc, je me dis, 150 €, je pense qu'il a les moyens de les investir si on veut. Et après, si on regarde aujourd'hui sur Internet, il y a tellement d'outils avec lesquels on peut se concentrer. Et là, je suis vraiment d'accord avec toi que l'argent, là, vraiment, c'est une excuse. Et je pense que ce qui peut aider à sortir de là, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a cette question-là en tête, après, c'est facile de dire oui, c'est une excuse. Mais après, il faut aussi passer à changer de mindset. Et donc, pour moi, la question à se poser, c'est OK, j'ai mon budget, voilà, ma situation est celle-ci. Comment je fais pour réussir mon projet? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir mon projet? Est-ce qu'il y a des outils sur Internet qui me le permettent de faire de manière gratuite? Aujourd'hui, sur YouTube, il suffit d'un téléphone que tout le monde a déjà dans sa poche pour poster, pour faire des vidéos d'une excellente qualité et les poster. Si on a besoin de faire un site Internet, c'est gratuit ou très peu cher. Pour se mettre par exemple sur Shopify, c'est 29 € par mois. Voilà. Donc, franchement, la mise de départ, elle est vraiment très, très faible, quoi. Donc, là, vraiment, il faut se poser la question de, avec les moyens que j'ai, comment je peux les bien utiliser. Exactement. Et j'ai aussi envie de rebondir là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'épargne de côté. J'ai envie de leur dire, mais avant, du coup, quand vous avez votre paye, mettez un certain pourcentage de côté et ensuite, avec ça, c'est ce qui vous restera sur le mois. Pensez à épargner, c'est peut-être bête pour certains, mais il y en a beaucoup qui n'épargnent pas. N'hésitez pas à épargner, parce qu'après, une fois que vous avez de l'épargne de côté, vous pouvez justement investir dans ce que vous voulez. Et ça, c'est très important. Ça va vous permettre justement d'avoir, d'un côté, d'avoir une sécurité, de pouvoir investir, de pouvoir vous lancer. Et de l'autre côté, si vous n'avez rien, alors bien sûr que même 150 €, vous n'allez peut-être pas pouvoir les mettre si le 15 du mois, vous avez acheté la dernière télé, le dernier téléphone, une montre de luxe, etc. etc. Après, c'est aussi l'éducation financière, comment vous dépensez en fait. Est-ce que vous dépensez peut-être plus que vous n'en avez les moyens tout simplement? Après, j'en suis consciente qu'il y a des gens qui gagnent le SMIC, qui ont beaucoup de choses à gérer, que c'est pas évident. Mais voilà, essayez en tout cas de faire en sorte de mettre quand même un tout petit peu de côté, ne serait-ce que 50 € ou 100 € pour certains, ça fera toute la différence justement quand vous souhaiterez investir sur vous-même justement par la suite. Et là, s'il y a des gens qui se disent aujourd'hui, j'ai pas les moyens, j'ai besoin de, mettons même les 150 €, je peux mettre de côté 10 €, 15 € par mois, mettons.
très bien, commençons à le faire. J'ai 10 mois avant de pouvoir avoir les 150 euros, si je fais 15 euros par mois. Je peux me former pendant ces 10 mois-là. Je peux peut-être pas tout de suite me lancer dans l'activité. Par contre, je peux commencer à avoir des vidéos qui m'intéressent. Je peux commencer à lire des choses qui m'intéressent. Exactement. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Je peux travailler sur mon projet. Je peux commencer à voir si je peux trouver des clients en attendant, etc. Donc, voilà, il y a plein de choses que je peux faire en attendant de pouvoir investir la somme qu'il faut. Voilà, donc à nouveau, c'est la question de comment je peux faire vu ma situation. Voilà, exactement. Pour avancer dans mon projet. Voilà, la différence des gens qui prennent des excuses de ceux qui trouvent des solutions. Deux personnes qui vont être dans le même cas, la personne pessimiste va se dire non, c'est pas possible, c'est impossible, tout simplement. Elle va même pas, c'est pas pour moi, je n'ai pas les moyens. Et l'autre personne va se dire mais comment je peux faire pour avoir les moyens? Exact. Du coup, on a déjà répondu pour ceux qui ont peur d'échouer. Et après, on a aussi des gens qui nous disent voilà, j'ai un manque de connaissances, donc je préfère pas me lancer parce que je suis pas formée. Je connais pas du tout ce métier-là. Moi, j'ai été formée, je ne sais pas, j'ai un master en informatique, donc voilà, je suis ingénieur en informatique, je fais ce travail-là. Il y en a qui sont caissières ou autres et qui se disent je suis formée pour ça, donc je ne changerai pas puisque je ne connais rien d'autre. Qu'est-ce que tu leur dirais du coup aux personnes qui prennent cette excuse-là? Là, je pense que c'est encore pire que l'argent en termes d'excuses. C'est-à-dire, non, je ne sais pas ce que les personnes font aujourd'hui dans leur vie. Il y a bien un jour où ils ne savaient pas faire ça, ils ont commencé. Exactement. Donc, évidemment, c'est du travail. Il faut accepter que ça va parfois nécessiter un peu de temps. Je dirais, tout le monde est parti avec zéro connaissance dans les domaines où il a réussi. Et il a décidé de se lancer. Et là, aujourd'hui, l'avantage que je vois, c'est que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans des bouquins, moi que je suis passionné de lecture, on peut apprendre tout avec pratiquement aucun argent à mettre, etc. Donc, je dirais le fait de se dire, j'ai envie de me former, allez-y, regardez ce que vous trouvez, etc. Mais et c'est là où ça devient l'excuse. C'est parfois le fait de se contenter de dire « je me forme », ça peut devenir un frein pour se lancer, pour faire. Le conseil, c'est de dire « allez-y ». C'est quand, je sais pas, quand on apprend à jouer au foot, peut-être qu'on a envie de regarder un match à la TV pour être motivé en disant « waouh, est-ce qu'il est fort Mbappé, j'adore ». Mais si on veut apprendre, à bout d'un moment, il faut bien prendre un ballon et se mettre à jouer. Et les premiers jours, ça ne va pas être très glorieux. Mais à force, ça va aller mieux. Et pour moi, c'est comme ça pour n'importe quel sujet. Au début, c'est compliqué, les temps qu'on apprend à faire. Après, ça devient de plus en plus automatique. Et je dirais, c'est vrai que quand on commence, on n'a pas la certitude que ça va marcher. C'est ça. J'ai dit au départ, j'ai eu plusieurs idées d'entreprise avant de lancer Man Parachutes. Dans un certain moment donné, je me suis dit, tiens, je vais apprendre à faire d'applications sur mobile. C'était il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans, c'était un peu à la mode à l'époque. Finalement, je n'ai pas réussi à faire ça. Je peux peut-être passer du temps à faire un truc qui finalement, ça m'a servi entre guillemets à rien. Par contre, j'ai beaucoup appris dans ce que je fais. J'ai connu des gens, j'ai discuté avec des gens, etc. Avec plus de connaissances, avec des contacts. Exactement. Et au pire, j'ai appris pourquoi ça n'avait pas marché à l'époque où je l'ai fait. Donc, en fait, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai compris pourquoi. Donc, ne serait-ce que ça m'a fait faire du chemin. Exactement. Et donc là, il n'y a pas de meilleur conseil pour moi de dire commencez. Si vous faites quelque chose qui, comme ça, vous dites c'est intéressant à essayer, vous faites. Après, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous aurez acquis de l'expérience. Si vous avez mis les 150 euros, je pense que j'ai dépensé bien pire 150 euros de ma vie que dans des aventures entrepreneuriales qui n'ont pas marché. Puis voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà, après 150 euros, 800 euros, cher, c'est vraiment, ça dépend. Par exemple, il y a des personnes qui vont dépenser 1000 euros pour un téléphone. Est-ce que 150 euros ou 800 euros, est-ce que c'est cher? Voilà, tout dépend après de ce que vous représentez par cette valeur-là, en fait. Exact. Mais en tout cas, on apprend beaucoup. Et j'ai toujours entendu ça de tous
tous les entrepreneurs, c'est que les meilleurs investissements que l'on peut faire, c'est un investissement qu'on fait sur soi. Ouais. Et voilà, c'est la phrase. J'aurais pas mieux dit. Et il y a beaucoup de jeunes du coup que je vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Snapchat, qui veulent entreprendre parce que justement via ces réseaux ça donne envie, du coup ça les pousse à entreprendre. Et moi j'adore ça, du coup les gens ils commencent à se bouger, du coup à se lancer, c'est très bien. En revanche, il y a beaucoup de jeunes qui le font justement pour obtenir la dernière voiture derrière, le dernier téléphone, la dernière montre, pour voyager toute l'année, etc. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils voient uniquement le résultat, mais qui ne voient pas forcément du coup le chemin à parcourir, qui pour être franche, du coup, qui n'est pas simple, faut pas se cacher, c'est pas facile. Mais il faut parfois du coup travailler dur pendant 1 à 3 ans justement pour avoir la liberté financière. Qu'est-ce que tu dirais du coup, Mathéo, à ces personnes qui oublient le chemin à parcourir et qui voient juste le résultat en tête? La chose qui me vient comme ça à l'esprit, c'est tout d'abord, si on fait les choses pour les résultats que l'on va obtenir, on risque de perdre la motivation le long du chemin. C'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, ça me fait plaisir une belle voiture. Évidemment, ça me fait plaisir de faire des vacances très sympathiques, ultra luxe, etc. Évidemment, la liberté financière et le fait de dire j'aurai moins de contraintes d'argent, évidemment, ça fait plaisir. Et ça peut être parfois un moteur intéressant. Sauf que c'est un moteur qui, pour moi, n'est pas suffisant pour passer les difficultés que l'on peut rencontrer. Donc, le risque, si on se base que sur ce moteur-là qui est plaisant, donc je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, par contre, ce n'est pas suffisant pour dépasser les moments difficiles que tout le monde va rencontrer. Il faut peut-être aimer un peu plus le chemin parce que sinon, le chemin, comme il est long, si on ne l'aime pas, les gens vont abandonner au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Exactement. Et je dirais même, je souhaite aux gens de réussir leur vie et d'avoir voilà, beaucoup d'argent, donc d'acquérir leur liberté financière très vite. Mais une fois que cela sera fait, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée? Qu'est-ce qui va les animer? Il faudra d'autres objectifs, justement. Quand tu as atteint ton objectif, il va falloir te challenger, t'en mettre un nouveau, t'en mettre un autre à chaque fois que tu les as atteints. Et je pense que le fait de se dire, je vais juste profiter de la vie, je vais passer l'année sur des belles plages au soleil, tout ça, je trouve qu'il y a un peu un risque de voir la vie comme ça, c'est que très vite on peut se lasser. Et du coup on peut s'ennuyer. Je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'on n'aura pas de problèmes dans la vie, parce que même celui qui va passer ou celle qui va passer sa journée sur la plage aura des problèmes qui ne sont pas les miens, mais elle aura des soucis dans sa vie aussi. Et du coup, il faut choisir lesquels on a envie de faire face. Quelles sont les choses qui me motivent? C'est quoi que j'ai envie de faire le matin que je me lève? Et si c'est une semaine passée à la plage, perso, ça me va. Mais je sais déjà de base que par caractère, la deuxième semaine, j'aurais fait le tour là. Voilà. Donc, le fait d'aller chercher quelque chose qui me motive, et à chaque fois, on a des nouveaux défis. Aujourd'hui, pour moi, la chaîne Mind Parachute marche bien. Le fait de faire des vidéos toutes les semaines, de partager tout ça, je vois que j'ai réussi à faire ça. Et assez naturellement, maintenant, il y a d'autres projets qui arrivent, d'autres choses qui me font envie. Et c'est ça qui est chouette. C'est que finalement, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de m'ouvrir à d'autres expériences. Donc c'est surtout ça que j'invite à faire. Les chemins, finalement, la qualité de notre vie, ça va dépendre plus de la qualité du chemin que de la qualité des résultats. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment très bien dit parce que justement le chemin va être long. Donc si vous n'aimez pas le chemin, jamais vous pourrez espérer obtenir le résultat. Donc n'hésitez pas à choisir quelque chose que vous aimez, quelque chose où vous savez qu'1 an après, vous serez toujours dedans et vous serez toujours à fond dedans. Vous resterez focus. Parce que justement, si c'est juste avoir le résultat, quand vous l'obtiendrez, ça sera fini en fait. Donc ça ne sera pas très motivant. Le but du jeu, c'est de se mettre un premier objectif, par exemple N+1 l'année d'après, et ensuite N+2. À chaque fois que vous avez obtenu justement votre objectif, ça sera de refaire justement un petit peu tous les vœux qu'on l'on souhaite chaque début d'année pour savoir qu'est-ce qu'on veut pour cette année. Et là, j'aimerais dire quelque chose à des gens qui pourraient se dire « mais moi, je ne sais pas ce qui me plaît ». Ce qui peut être quelque chose qui arrive aussi. Et moi-même,
Je me posais beaucoup cette question-là. Mais moi, en fait, je ne sais pas, rien ne me passionne. En fait, c'est quoi ma voie, je ne sais pas, etc. Et là, je pense que c'est une mauvaise manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer d'être sûr que ce soit la bonne chose pour essayer. Si on ne sait pas quoi faire, ce n'est pas grave. On commence par un truc qui a l'air de nous intéresser un peu. C'est ça. Et en fait, on ne sait pas, peut-être ça va être une fausse piste, mais je commence à explorer. Je commence à m'intéresser davantage. Si j'ai envie de faire un certain produit dans l'e-commerce, je vais regarder quelles sont les autres boutiques qui font ce type de choses-là. Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent quelque part? En fait, on prend un fil quelconque et on commence à tirer. Voilà. Et après, en fait, je dirais notre intuition nous parle. Et en fait, on se rend compte qu'un coup, on va tirer à gauche, on va dire, mais finalement, ce n'est pas exactement ça, je vais passer plutôt à droite. Donc, si aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui vous plaît, ce n'est pas très grave. Commencez par quelque chose qui vous attire. Ça peut être un truc que vous faisiez quand vous étiez enfant, n'importe quoi. Mais voilà, intéressez, passez à l'action, commencez à faire quelque chose. Et ces premiers pas que vous faites va vous aider au deuxième pas, puis au troisième, etc. Donc, essayez et le chemin va se montrer de lui-même, je dirais. Merci beaucoup Matteo. Comme on dit en italien, grazie mille, si je le dis bien. Tu le dis très bien. Con piacere. Je réponds avec grand plaisir, Laura. Et voilà, si vous avez aimé du coup cette interview, si vous avez aimé cet échange du coup avec Matteo, n'hésitez pas, je le redis du coup, abonnez-vous à sa chaîne, je vais mettre le lien en dessous. C'est très intéressant. Voilà, il va vous sortir du contenu du coup dans le développement personnel, des idées de business en général pour vous pousser justement vers le haut et obtenir justement la meilleure vie que vous souhaitez dans tous les domaines de votre vie. Voilà, du coup Matteo, on termine toutes nos vidéos par un « Et toi, et si tu te lançais ?» Donc là, je vais te faire travailler un petit peu. Donc, comme tu es mon invité, je te laisse du coup dire aux gens « Et toi, et si tu te lançais ?» Et toi, si tu t'es lancé? Et en italien, pourquoi pas? Et tu, si tu provassi? Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Laura. Ciao, ciao.